Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Neves, designer textile et créateur de tapis. Guillaume a créé Atelier Paolo en décembre 2019. Véritable entrepreneur dans l'âme, il n'en est pas à sa première entreprise, son premier tapis était pour assouvir son besoin de déco perso. Il s'est pris de passion pour le tufting, qui lui permettait d'aborder une nouvelle matière pour ses dessins. Les ambitions de Guillaume pour Atelier Paolo ne sont pas uniquement orientées tapis. Son désir est de créer un véritable univers de marque qui lui permettra de se développer sur différents arts et artisanats. Avec Guillaume, on parle de se lancer seul, de l'importance de la communication et d'être entouré par les bonnes personnes. Il existe très peu de créateurs de tapis à leur compte en France aujourd'hui, et le tufting reste assez peu développé. Ces deux aspects obligent Guillaume à passer du temps sur la recherche de fournitures. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Guillaume et merci de m'accueillir dans ton atelier. Avec plaisir. Ou dans ta maison, parce qu'en fait Oui. on est dans ta maison. Maison/atelier. Alors, on va commencer par un petit jeu que j'ai mis en place sur les vrais ou faux de ton métier. D'accord, ok. Donc il y en a un qui va peut-être commencer déjà à débroussailler tout ce qu'on pense. Ouais. C'est qu'un créateur de tapis est un tapissier. Eh bien non. Eh bien non, un tapissier, ça restaure des sièges. Il fait pas de tapis, un tapissier. Donc je suis plus créateur de tapis. On va dire ça comme ça. Mais il faut que t'inventes un mot. Ouais, je vais trouver un textile. truc. Voilà, designer textile, c'est bien, je trouve. J'en jette. Lucille qui fait des macramés aussi, je pense que c'est difficile de dire macrameuse. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est un peu bizarre. Ouais. Macrameuse, ouais. Donc ouais, je l'avais appelée créatrice de macramé et Ouais. elle s'appelle designer textile. Ouais, ok. Donc en fait, tu rentres dans plein de cases, quoi. Ouais, c'est un peu vague, mais voilà, c'est dès qu'on travaille la laine ou les fibres, voilà, ça rentre dedans. Ce qui paraît un peu normal. Oui, Ce qui oui, paraît... totalement. Au final, c'est des techniques assez... Quoique non, parce que le macramé, c'est des nœuds, donc... Ouais, c'est pas exactement la même chose, mais on tisse, quoi, on fait... Oui. Voilà. C'est ça. Ok, donc premier préjugé, c'est non. Le deuxième préjugé qu'on peut avoir, c'est moi quand j'ai dit que je venais t'interviewer et que tu faisais des tapis, on m'a dit ah ouais, j'aime bien les tapis berbères. Oui, d'accord. Oui. Ouais, non, il n'y a pas que des tapis berbères, il n'y a pas qu'au Maroc qu'on fait des tapis. Mais oui, c'est vrai, on n'est pas beaucoup à en faire en France. C'est surtout, il existe quand même des manufactures, mais c'est quand même des choses, des manufactures assez importantes. Il y a peu de petits artisans. Après, ça se fait beaucoup en Inde, la technique que j'utilise. Il y a beaucoup d'usines en Inde qui utilisent ce procédé. Mais c'est vrai qu'en France, on est peu à faire du tufting. Du tufting. Oui, du tufting. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, le tufting, c'est à l'aide d'un pistolet à tufter, une petite machine qui fait un boucan d'enfer et qui permet d'insérer de la laine dans une toile de manière un peu plus mécanique et aussi faire un très beau rendu. Et c'est quand même plus facile que faire uniquement à la main, tout simplement parce que c'est des surfaces beaucoup plus grandes. Un tapis, c'est censé quand même faire une certaine taille, donc il faut quand même être aidé par une machine, mais c'est le prolongement de ma main. Oui. Voilà, si je manœuvre pas la machine elle fera pas le tapis pour moi. Le concept de la machine, c'est quoi son action directe sur... Son action, en fait, d'une manière très rapide, elle insère la laine dans la toile. Il y a une toile qui est tendue sur un châssis. Et le pistolet va insérer la laine à grande vitesse et aussi la couper pour faire une sorte de U, en fait. Ouais. Pour que ça soit, pour que de l'autre côté, donc le tuft, ça se travaille à l'envers, c'est-à-dire qu'on travaille par l'arrière du tapis, et de l'autre côté de la toile, il y a le rendu final. Ok.
Et donc après, tu m'expliquais tout à l'heure, après pour fixer tout ça. Pour fixer tout ça, je pose une colle spéciale fibre qui est moi j'utilise une colle française sans produits chimiques qui sent pas une odeur affreuse pour coller toutes les fibres pour éviter que ça s'enlève tout simplement parce que sinon on pourrait très facilement défaire la laine. Et ensuite, j'applique une toile de coton et voilà, je laisse sécher tout ça et après, je passe aux finitions. Ok, très bien. Très clair. Le troisième préjugé qu'on peut avoir, c'est que justement, tu nous as expliqué ta technique, mais qu'en fait, c'est un tapis, c'est toujours tissé. Oui, c'est vrai, c'est toujours tissé, mais quand je dis que je fais des tapis, souvent on imagine un grand métier à tisser. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Il existe plein de techniques pour fabriquer des tapis et celle que j'utilise est quand même assez pratique à petite échelle. Oui. Toi, tu te vois pas de tester le métier à tisser ? Je pourrais essayer, mais j'aurais pas exactement le même rendu que le tuft. Ouais, c'est vrai que ça fait là ça fait moelleux alors que métier à tisser ça fait beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus plat. Beaucoup plus plat. Et aussi, c'est difficile de faire des courbes harmonieuses avec le métier à tisser. Quand même, avec le pistolet, c'est beaucoup plus simple. On peut faire beaucoup plus de courbes, on peut faire beaucoup plus de formes. On est beaucoup plus libre. Ouais, les dessins sont plus restreints sur le métier à tisser. Je trouve. Et surtout, c'est aussi 10 fois plus long avec un métier à tisser. Ah oui. Oui, parce qu'il faut faire couche par couche. Ouais. Et il faut pas se rater, c'est quand même pas évident. Mais c'est vrai que c'est une méthode ancestrale, c'est quand même très sympa. Et surtout, c'est très visuel, c'est vraiment agréable de les voir travailler. Ouais. Métier à tisser, tu peux, parce que toi, ce que tu m'expliquais, c'est que tu projettes et tu dessines sur ta toile en amont. Métier à tisser, tu peux dessiner en amont ? Non, parce que c'est pas une toile qui est tendue, c'est des fils qui sont rangés à des espacements très précis. Et en fait, il faut faire passer une gouge, je crois, d'un côté et de l'autre. Donc du coup, on peut pas véritablement projeter. Les personnes qui tissent ont le dessin sur papier. C'est à eux de faire attention, de faire les choses bien et que le dessin soit bien reproduit. Oui, ils peuvent potentiellement se tromper complètement de dessin. Oui. Et c'est ce que j'aime aussi dans le tuft, c'est que le résultat, il est immédiat. Tout de suite, je vois le rendu de l'autre côté de la toile. Si j'ai mal fait une ligne, je peux la retirer. Si je me rends compte que les couleurs vont pas ensemble, je peux retirer. Voilà, c'est aussi ce qui me plaît dans le tufting, c'est que le résultat est immédiat. On voit tout de suite ce que ça donne. Tu l'écris comment, tufting ? T-U-F-T, tuft. Ok. Et on dit aussi touffetage en français, mais je trouve pas ça très joli. C'est un peu comme macrameuse, tu vois. C'est le touffetage. Je sais pas. Vous imaginez pas tout de suite quelqu'un qui fait un tapis, le touffetage. En fait, c'est reprendre le concept de tu fais des touffes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça en soi. Ouais. C'est les touffes qui sont rassemblées. Voilà, mais c'est vrai que touffeteur, je trouve franchement pas ça sexy. Et il y a des laines que tu utilises parfois où tu te dis « Oh là là, je vais tester cette laine » et en fait, ça fait pas du tout une touffe, ça fait trop moche. C'est vrai que certaines laines vont pas avoir les mêmes rendus. Plus tu vas vers des laines naturelles, par exemple le lin, tu peux pas du tout utiliser. Ouais. Ça va pas du tout rendre le côté moelleux. Donc je préfère rester sur de la laine. Et aussi des matières un peu plus nobles, je sais pas, par exemple le cachemire. Le cachemire, c'est vraiment agréable à tufter, mais il faut faire vraiment attention parce que c'est des fibres qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus fragiles, donc il faut être très patient. Voilà. Donc parfois je mets du cachemire sur certaines pièces pour donner un peu de texture. Est-ce que tu as déjà essayé l'alpaga ? J'ai pas essayé l'alpaga. Ça pourrait être sympa. Alors c'est très très cher l'alpaga. Alors c'est très cher en Europe, mais au final en Amérique latine. Oui, si je me fournis au Pérou, ça pourrait être chouette d'avoir quelques bobines et essayer. Après, je sais pas si ça rendra bien, mais à mon avis oui, parce que ça doit être c'est aussi fin que le cachemire, donc ça pourrait être sympa. Ouais. Ouais, très moelleux. Ouais. Bon, et mon dernier préjugé qu'on peut avoir, c'est qui fait encore des tapis en France ? Très peu, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup, comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'usines en Inde, il y en a aussi au Maroc.
On est très peu à en faire en France, donc justement, je suis rentré un petit peu dans la brèche. C'est comme ça que je me suis mis à faire des tapis faits en France. 100% made in France, 100% et même made in 100% France. made in Toulouse. Oui, voilà. Toulousain depuis peu. Oui. J'ai pas encore l'accent, ça va venir, je pense. Je chope assez facilement les accents. C'est vrai. Ouais, ça va être... À un moment donné, il va bientôt venir. Il va bientôt sortir, il me semble. Le pain. Pas trop de soucis. Oui. Tu vas bientôt dire chocolatine. Je le disais déjà un peu, je viens de Bordeaux, donc Ouais, ça c'est m'a pas choqué. Mais Bon. j'oserais pas entrer dans une boulangerie et dire pain au chocolat. Tu vas avoir des problèmes. Ah oui, non, c'est clair. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, C'est-à-dire toi, Guillaume. oui, moi. Alors déjà, il faudra que tu nous expliques pourquoi Atelier Paolo, hein, parce que Pas de problème. on Pas de peut peut-être problème. commencer par ton histoire, Ouais. mais je veux bien à un moment une explication. Ok, pas de problème. Donc je m'appelle Guillaume, j'ai 29 ans. J'ai fait mes études à Bordeaux. J'ai fait des études de communication. Je te préviens, j'ai un parcours un peu bizarre. Il n'y a pas de souci, Bon. on les aime comme ça. Oui, bon, parfait. Quand j'étais en fac de communication, j'avais un blog de pâtisserie. Je faisais de la pâtisserie de mes week-ends, de mon temps libre, et je mettais des jolies photos, je mettais mes petites recettes. Et un peu tout seul, ça a bien fonctionné. Je te dis ça, c'était il y a une dizaine d'années. Hein. Oui. Ça fonctionnait plutôt bien et en fait le côté passion a pris quand même pas mal le dessus et donc j'ai commencé à faire des animations dans des boutiques, je faisais des cours particuliers, j'avais des marques qui me contactaient pour faire de la pâtisserie. Je me dis bon bah alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire, et c'est vrai que j'ai toujours été assez manuel, donc je me suis lancé et j'ai ouvert une pâtisserie. Alors juste avant la pâtisserie, sur mon site, tu pouvais commander des pâtisseries et je te les livrais. Donc j'étais un peu l'ancêtre du Deliveroo, du Uber Eats. Mais voilà, tu pouvais commander du Frichti et je te livrais des pâtisseries faites maison. Voilà, j'avais un laboratoire de pâtisserie. Et par la suite, j'ai ouvert une pâtisserie. C'était en fait la continuité du blog de pâtisserie. Donc ça, c'était vraiment chouette. Ça a été une super expérience. J'étais très jeune, j'avais 20 ans. Donc ça fait grandir d'un coup. Oui. Quand j'étais vraiment jeune. Donc quand tu passes des bancs de l'école à taffer toute une nuit pour produire, c'était... C'est quel type de pâtisserie? Je faisais de la pâtisserie américaine. Ok. Il y a 10 ans, c'était l'avènement Cupcake. du cupcake, du cake design. Ouais. Donc je m'amusais, je faisais des grands gâteaux très décorés. Donc vu que la pâtisserie américaine c'est très bon, mais c'est quand même très bourratif, Ouais. j'ai essayé d'adapter ça avec une formule pour un palais français. Donc c'était quand même assez mangeable. C'était très joli, mais c'était mangeable aussi. Donc voilà. Et ensuite, j'ai eu envie de tourner la page et je suis monté à Paris. J'ai fait pas mal de boîtes différentes à Paris. J'ai travaillé dans la chocolaterie. Dernièrement, je travaillais en mode. Je travaillais pour une petite marque éthique. Je m'occupais du marketing et ça a été une très très bonne expérience. C'est là où je me suis vraiment... où j'ai vraiment pu me rendre compte qu'en mode, on pouvait faire des choses de manière responsable, de manière éthique. Justement, c'est une marque péruvienne qui produit dans un petit atelier au Pérou. Et, C'est José? Non, c'est pas José, c'est une marque qui s'appelle Misericordia. Ah, je connais pas. Et voilà, mais je connais très bien José. Et voilà, donc on faisait beaucoup de pièces en alpaga. C'était très sympa. Et donc du coup, je continuais quand même, j'ai toujours fait beaucoup d'illustrations. Et je cherchais un nouveau support pour mes illustrations. Je m'étais essayé à la sérigraphie, la risographie aussi. Je voulais un nouveau support un peu plus original. Et aussi, je cherchais un tapis pour chez moi. Je cherchais un tapis et il était hors de question que je prenne un tapis Ikea que tout le monde a et voilà, sans charme. Et je cherchais donc une pièce originale et je ne trouvais pas de quelque chose qui puisse m'intéresser, qui soit pas à un prix complètement délirant. Et je me suis dit, je vais le faire moi-même ce tapis. S'il y a personne qui me propose un tapis, je vais le faire moi-même. Donc je me suis renseigné sur différentes techniques. Et je suis tombé sur le tuft.
Et aux États-Unis, c'est beaucoup plus démocratisé. Il y a beaucoup de particuliers, des petits artistes qui font eux-mêmes leurs tapis avec un pistolet à tufter. Donc, je me suis renseigné sur les techniques, j'ai contacté certaines personnes et je me suis lancé là-dedans. Donc, je faisais ça de mes week-ends. Donc, le premier tapis ressemblait absolument à rien. D'ailleurs, il est plus chez toi. Non, il est plus chez moi. Je l'ai balancé, je l'ai donné quand j'ai déménagé de Paris. Voilà, je tourne la page, j'en veux plus. Je veux plus le voir. Voilà, ça, il ressemble à rien. C'était pas un rectangle, c'était une forme voilà, personnalisée. C'était pas du tout doux. C'était vraiment complètement raté. Mais je me dis bon, il est pas top. Je vais quand même en faire un autre. Donc petit à petit, j'ai amélioré ma technique. Et j'ai pu mettre mes dessins sur la toile. Donc ça, c'était quand même super. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas proposer des pièces uniques, des tapis faits en France, par un artisan. C'est comme ça que ça m'est venu. C'est assez récent. Atelier Paolo, j'ai commencé en décembre 2019, donc ça fait 8 mois. Et les tapis, j'ai commencé début année 2019, donc ça s'est fait assez rapidement. Ouais. Donc du coup, tu peux peut-être nous expliquer Atelier Paolo. Alors pourquoi Atelier Paolo ? Alors je suis nationalité portugaise et je voulais pas appeler ça Atelier Guillaume parce que je trouve ça franchement pas sexy. Et vu que j'ai un univers assez méditerranéen, je voulais un nom qui rappelle mes souvenirs de vacances au Portugal dans la maison familiale. J'ai un cousin qui s'appelle Paolo. Je suis ultra fan de Paolo Pasolini, donc voilà, il y avait plein de Paolo dans ma tête et c'est venu comme ça. Je voulais un nom qui sente bon le soleil, qui sente bon les citronniers et c'est comme ça que j'ai choisi Atelier Paolo. Mais c'est trop drôle parce que du coup, quand on s'est contacté, tu m'as appelé Paolo. Non, trop. Si je t'ai appelé Paolo. Oui, tu m'as appelé Paolo. Bah oui. Oui, c'est normal. Ça doit t'arriver tout le temps, non ? Oui, un peu, oui. Mais bon, voilà. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Enchantée. Ou tu signes, tu sais. Cordialement. Guillaume. Oui, j'ai été trompée. Bon, c'est pas grave. Mais en plus, tu me l'as dit quand je t'ai demandé ton numéro de téléphone et que tu m'as dit, entre parenthèses, Guillaume. Bah oui. J'ai fait, je le pose comme ça, là. Ok, trop cool. Alors, même si elle est encore récente, ton entreprise, je sais que t'as peut-être déjà des idées sur la façon dont tu veux commercialiser un peu ton business model d'entreprise par rapport au B2B, au B2C. Je vends pour l'instant principalement sur mon propre réseau. J'ai mon site en ligne, je vends directement mes pièces. Il y a pas mal de revendeurs qui me contactent pour avoir quelques pièces. Après, ce qui est compliqué, c'est que je fais des pièces uniques. Voilà, ça prend quand même du temps pour déterminer avec eux quel genre de pièces pourrait potentiellement plaire à leur clientèle. J'expose aussi un petit peu en galerie, donc ça c'est assez chouette. C'est marrant d'exposer en galerie. Oui, au départ, je pensais pas non plus, et certaines galeries m'ont contacté pour exposer. Donc, au début, j'étais un petit peu gêné parce que je me définis pas comme artiste, tu vois. Oui. C'était un peu étrange pour moi, et en fait, ils m'ont rassuré en me disant que non, ils exposent aussi beaucoup d'artisans, et voilà. Et ce qui leur intéresse, c'est avoir des pièces uniques qui ont une histoire. Oui. Mais c'est vrai que quand on pense galerie, on pense de suite à artistique. Oui, à des pièces à 5-0, voilà. C'est ça. Mais pas du tout. Donc c'est des petites galeries qui me contactent. C'est pas des grosses machines. Oui, mais ça permet de travailler aussi sur la notoriété et potentiellement d'atteindre ta cible. Ouais, aussi. Aussi. Après aussi, je fais beaucoup de commandes spéciales. Parfois, je suis contacté par des architectes d'intérieur qui ont des idées très précises et qui veulent des pièces faites par des créateurs français. Et voilà, je travaille avec eux pour voir ce qu'on pourrait faire. Pour les particuliers, je fais aussi des commandes spéciales. Alors c'est vrai que je rechigne un petit peu quand on me demande quelque chose de très précis qui ressemble pas du tout à mon univers, parce que au-delà de fabriquer des tapis, je veux aussi montrer mes dessins et je vais être fidèle à ce que je fais. Il est hors de question que je fasse un logo de marque ou comme certains peuvent faire. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Il y a aussi il y a le côté aussi artistique là-dessus où je veux vraiment montrer mon univers. Ok.
C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, tout ce qui est pour entreprise. Oui, il y en a quelques-unes qui m'ont contacté et qui te demandent des quantités astronomiques. Mais voilà, déjà, techniquement, à mon échelle, je peux pas faire 50 pièces. Et aussi, je pense que si je fais 50 fois le même logo, je pense que j'arrête tout de suite les tapis, quoi. Burnout. C'est pas le but que je me dégoûte Oui. des tapis, pas du tout. C'est quoi le plus grand tapis que tu as réalisé? J'ai fait Alors, quelle taille il faisait? 1,60 m sur un peu moins de 2 mètres, je crois. Donc ça commence à faire déjà une belle surface. Ça a été très très long à faire. Combien de temps? Ça m'a pris une bonne semaine. Donc ça m'a bien crevé, quoi. Je te dis que j'ai pas fait de tapis pendant quelques jours. Ça a été assez éprouvant. Et c'est là que aussi je me suis rendu compte que il fallait quand même que je reste sur des tailles raisonnables. Bah déjà aussi par rapport au prix, c'est vrai que quand tu commences à faire une pièce énorme, quand tu utilises des beaux matériaux, bah ça chiffre forcément très vite. Et mon objectif, c'est pas de faire des pièces complètement inabordables. Donc voilà. On peut peut-être parler justement de la matière première parce que on est dans le cadre du textile, on a une vision hyper biaisée du prix du textile. Oui. Ce serait peut-être intéressant que tu dises, pour une certaine dimension de tapis, il faut X euros de matière première. Environ. Tu veux que je dise un... Ouais, par exemple, si on prend celui qui est à côté de nous, oui. Qui fait quoi? Qui fait 50 par 1 il fait 65 par 115. Ok. Il y a près d'une centaine d'euros de matière première. Ouais, déjà. C'est très coûteux. Je savais très bien que du moment que j'allais utiliser des belles laines, ça allait coûter très cher. Bien sûr, mais c'est le but aussi. Oui, je voulais pas. J'aurais pu jouer la facilité, utiliser que de l'acrylique, et voilà. Mais je suis sensible. Je veux faire quelque chose d'un peu plus responsable, d'un peu plus éthique. Donc aussi au niveau du sourcing, au niveau des laines que j'utilise, je contacte beaucoup d'usines textiles pour récupérer leur chute de laine parce que ils ont des quantités qui sont beaucoup trop faibles pour eux pour fabriquer des vêtements ou autres. Donc je leur rachète des bobines de laine. Donc ça me permet aussi d'un côté de un peu recycler ce qu'ils allaient soit jeter à la poubelle ou je sais pas ce qu'ils en auraient fait. Voilà, et aussi pour des pièces un peu plus haut de gamme, je contacte des manufactures, des filatures en France. Il y en a encore quelques-unes, des très belles, qui produisent des pelotes de laine avec des moutons de la région, qui font des tentures naturelles. C'est assez intéressant. Oui, c'est vraiment du objectif Made in France. Ouais, vraiment. 100% même dans la matière. Ouais. C'est pas facile, hein. C'est sûr que ce serait beaucoup plus facile pour moi d'aller acheter de la laine au fin fond de l'Europe à des prix dérisoires, mais c'est pas comme ça que je conçois l'artisanat en 2020, quoi. Donc, oui, c'est une idéologie dans laquelle tu veux pousser jusqu'au bout. Ouais. Et d'un point de vue pérennité, les tapis, Enfin, tu vois, alors, moi j'ai enlevé mes chaussures chez toi parce que je voulais surtout pas les abîmer, mais je suis sûre que me connaissant, j'en aurais un chez moi, j'aurais pas du tout envie de marcher dessus, quoi. Alors, c'est pour ça que la plupart de mes tapis sont polyvalents, vu que c'est quand même des petites pièces, ils peuvent pour la plupart s'accrocher au mur, il y a des œillets derrière pour faire tout simplement une belle tapisserie murale. Tu peux les mettre par terre, tu vois, j'en ai chez moi par terre. Ça demande un peu plus d'entretien qu'un tapis d'une grande enseigne avec des matières pas naturelles. Donc c'est sûr que le tapis, voilà, faut le brosser, il perd un petit peu de fibre, c'est normal en fait. À force de le toucher, il perd un peu de fibre. C'est tout à fait normal. En fait, il vit le tapis, il se patine. Qui est amené à vivre longtemps. Bon, faut éviter de renverser un verre de vin rouge dessus, quoi. Là, je vais rien pouvoir faire. Ouais. Donc, voilà. C'est comme si tu te renverses un verre de vin rouge sur toi. Ouais, voilà. Sur les textiles, c'est toujours compliqué, mais les gens font plutôt attention. Oui. Du moins, moi, je fais attention. Non, mais je pense que, si t'investis dans une belle pièce comme ça, c'est... Oui, ça coule de source, tu fais attention. Ouais. C'est clair. Ok, très bien, très intéressant. Je trouve que dans ton métier, du coup, il y a un gros enjeu. Je parlais du coup avec une vitrailliste, une mosaïste et le souffleur de verre, les 3 derniers que j'ai interviewés. Et en fait,
Les trois, ils ont eu la même réaction, c'est si on me propose un projet trop gros, je vais avoir comme réflexe d'aller voir d'autres gens et de leur proposer qu'on partage le projet et que je les prenne en sous-traitance. Mais du coup, toi, c'est pas du tout possible en fait. Non, parce qu'on est très peu, on est très peu en France à en faire. Il y a quelques artistes qui font du tufting. Moi, c'est pas possible. Après, c'est moi qui ai pris ces décisions de faire des petites pièces et je sais que je suis incapable de faire des très grandes pièces. Peut-être qu'après, avec le temps, il y aura d'autres tufters qui vont naître. Et si jamais il y a un gros projet et qu'on peut collaborer ensemble, ce serait super. Oui. Enfin, du coup, on invite tous les gens qui ont envie de se lancer à se lancer. Ouais. Et comme ça, vous pourrez travailler main dans la main. Et ce qui est cool, c'est que je suis très souvent contacté par des personnes qui ont envie de se lancer dans les tapis. Et je suis toujours hyper content de les renseigner, de leur donner plein de conseils. Et je leur dis, montrez-moi ce que ça donne. Et ça, c'est quand même assez chouette. Donc, je vois qu'il y a quand même un engouement sur le tufting. Donc, à mon avis, dans quelques mois, dans quelques années, ça va être beaucoup plus démocratisé. Et, je suis sûr qu'on verra des ateliers de fabrication de tapis. Voilà. Parce que c'est quand même une technique hyper ancienne, non ? Je suis pas sûr que ça soit hyper ancien. Après, c'est une machine, c'est électrique, donc je suis pas sûr que ça soit hyper. C'est pas ancestral non plus, quoi. Ouais, ça fait plusieurs dizaines d'années que ça existe. Ok. Ouais. Donc ça reste quand même assez récent. Oui. Ok. Et du coup, en tant que designer textile, créateur de tapis, quels sont les principaux challenges que tu rencontres au quotidien ? Trouver de la laine. Trouver de la laine, c'est quand même pas facile. C'est aussi pour ça que je fais que la plupart du temps des pièces uniques, parce que je retrouve pas deux fois la même teinte de couleur. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps de chercher de la laine. C'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Et aussi, la création d'un tapis, ça prend du temps. Un petit tapis comme je fais, ça prend 2 gros jours entiers avec la nuit pour que la colle se fixe bien. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Oui. C'est intéressant la laine parce que je me suis dit, je sais pas, tu peux aller chercher de la laine chez Emmaüs, il y en a plein. Mais en fait, non, il faut à la fois des grandes quantités, mais pas des grands... Enfin... C'est pour ça que je peux pas contacter directement des grandes usines de laine parce que même si j'utilise des grosses quantités de laine, je suis pas assez important pour eux, en fait, tout simplement. Oui, tu vas avoir des frais frais fixes énormes pour rien, ce serait idiot. Mais c'est vrai que je peux pas aller dans une petite mercerie et demander j'ai besoin de 40 pelotes de laine de cette couleur-là. Généralement, on va dire. Elle va se regarder à faire oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Il veut se faire un gros pull. Mais surtout que quand j'ai commencé, forcément j'allais dans les merceries et elle me voyait tous les 3 jours. Je disais, mais qu'est-ce que vous faites de cette laine, quoi ? Vous fabriquez des pulls ? Non, je fabrique pas des pulls, je fais du tapis. Bon, ça les amusait. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il me faut quand même pas mal de quantité. Un petit tapis classique, il y a à peu près 2,5 kg de laine. Donc ça représente plusieurs dizaines de pelotes de laine. Oui, c'est énorme. Des études en communication et t'as un peu d'expérience. Est-ce que toi tu te sens hyper à l'aise avec ça ? Enfin, en tout cas, t'as l'air d'un point de vue extérieur, mais tu t'es senti un peu démuni face au fait que fallait que t'apprennes à te vendre Oui, je pense que c'est jamais évident d'apprendre à se vendre. Je pense que tous les nouveaux artisans, surtout quand c'est des reconversions, c'est compliqué on a un peu comment dire. On a peur de pas être crédible, tout simplement. Syndrome de l'imposteur, peut-être. Exactement, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, en fait. Quand tu parles avec d'autres artisans, ils passent tous par là. Donc au début, quand j'ai commencé les tapis, je me suis dit comment je vais réussir à vendre un tapis quand les pièces sont entre 400 et 500 euros, alors que tu peux très rapidement aller dans une grande enseigne et avoir ton tapis à 50 euros qui sera plus grand que le mien. Bon, après, ce sera pas du tout les mêmes matériaux, mais c'est vrai qu'il y a ces problématiques-là qui venaient.
Et je me suis dit, est-ce que les personnes ont besoin d'un tapis qui soit coloré, qui soit original? Est-ce qu'ils n'ont pas envie juste de quelque chose de très uni, avec très peu de détails? Voilà, il y a des choses comme ça qui sont venues dans ma tête. Mais vu que je suis parti, je veux vraiment mettre mes propres dessins. Et voilà. Mais les gens sont vraiment sensibles à ça. Et même s'ils me posent beaucoup de questions, vu que je suis assez nouveau, ils connaissent pas ces techniques, ils savent pas comment c'est produit, donc ils me posent beaucoup de questions, mais après j'arrive à les rassurer. Oui, il faut gagner en crédibilité. Oui, c'est ce qui va me prendre le plus de temps. Après, pour tout le reste, pour le démarchage, pour le côté commercial, pour le côté marketing, bon, j'ai un peu baigné là-dedans dans mes précédentes expériences, donc c'est vrai que je suis plutôt à l'aise avec ça. T'as pas une frustration de n'avoir jamais eu vraiment de cours? Si, mais je pense que si j'avais su il y a 10 ans, j'aurais fait des formations dans l'artisanat, c'est sûr. Après, c'est peut-être un défaut, mais j'ai toujours été très autodidacte et j'ai besoin d'apprendre de mes erreurs. J'ai besoin de ça. C'est important pour moi et c'est vrai que le côté trop théorique, ça m'ennuie beaucoup et j'ai besoin de passer à la pratique tout de suite. C'est vrai que les tapis, j'ai fait ça dans mon petit coin sans avoir absolument l'ambition d'en vendre. Je voulais tester et en fait ça m'a vraiment plu et je me suis dit qu'il fallait le faire partager. Bah, t'as bien fait, parce que c'est très beau. Merci beaucoup. Quelles sont un peu ta vision pour ta marque et tes futurs projets pour Atelier Paolo? J'aimerais beaucoup développer différents projets, mais peut-être en collaboration. Voilà, Okay. Peut-être avec d'autres artisans. Là, j'ai quelques projets en cours avec des collaborations avec d'autres artistes qui ont envie d'apporter leur univers dans celui des tapis. J'ai déjà fait une première collaboration avec une artiste qui vit à Andorre, qui vient de Toulouse d'ailleurs, et qui fait des super peintures. J'adore ce qu'elle fait et on a pu mixer nos univers et ça c'était vraiment très chouette. Donc ça je vais continuer à le faire. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et ensuite, j'aimerais continuer dans l'univers textile, mais aussi proposer d'autres choses, vraiment mettre en avant mon univers. Et voilà, après, je verrai si je me forme à différentes techniques ou si si quelqu'un m'apporte un savoir-faire et qu'on développe quelque chose. Je reste totalement ouvert. C'est possible d'allier plusieurs matières dans tes techniques? Plusieurs matériaux? Honnêtement, j'ai pas véritablement testé. Peut-être, il faudrait essayer. Genre je sais pas, j'imagine, mais un encadrement. J'y ai pensé. Ouais. J'y ai Pour pensé. faire, J'y ai pensé. C'est dans un petit coin de ma tête. Et vu que je viens de m'installer à Toulouse, je vais essayer de voir si je trouve un artisan qui puisse faire quelque chose avec moi. Ouais. Ok. Donc c'est parce que du coup, toi, tu peux avoir plusieurs types de collaboration. Ça peut être collaboration esthétique et collaboration d'un point de vue mélange de matériaux. Ouais, absolument. Ok, donc les deux potentiellement. Ouais. Très bien. Pourquoi le poulpe? Je sais pas, j'ai une fascination pour le poulpe, je le trouve tellement beau. Non, mais hormis c'est vrai que le poulpe, il y a un côté très sexuel, tu sais, dans la tradition japonaise, la pieuvre a un symbole sexuel assez fort. Bon, c'est pas du tout ce que j'ai voulu. Ah ouais. faire. Non, il n'y a pas de connotation dans mes dessins. Après, chacun va de sa petite interprétation. Mais c'est vrai que le poulpe, j'adore. Et ça, il va être justement, il y a quelques petits projets, il va être décliné en différentes choses, mais là ce sera pas du tout des tapis. Je suis en train de faire une collaboration avec une petite marque pour du mobilier. Ok. Ouais. Ok, donc si je comprends bien, vraiment ta marque c'est plus du design, parce que tu vois, tu as commencé les sérigraphies, c'est ça? Linogravure. Linogravure. Ta marque c'est vraiment le design et tu as envie d'utiliser plein de supports différents. Oui, je veux vraiment développer mon univers. Ouais. Pour l'instant, les tapis, ça fonctionne plutôt assez bien et je continue là-dessus, mais j'essaye de nouvelles techniques et j'aimerais vraiment qu'Atelier Paolo devienne une marque design, ce serait super. Ok, très bien. Alors, je vais poser une question hyper brute. Est-ce qu'aujourd'hui tu vides tes tapis?
Pas encore entièrement. Et qu'est-ce que justement tu fais pour équilibrer, pour t'en sortir et pour à la fin du mois ne pas manger que des pâtes? Je fais différentes choses. J'ai des petits projets à côté qui me permettent de mettre un peu de beurre dans les épinards. Les tapis, ça commence à plutôt bien fonctionner. Après, c'est les débuts, donc c'est assez en dents de scie. Je serais incapable de dire, voilà, je vends 5 tapis par semaine. Non, c'est pas encore le cas. Aussi, voilà, je sais que ça prend du temps. Il faut se faire connaître. Il faut aussi se montrer. Et je suis parfaitement conscient que ça prendra un peu de temps. Ça, il n'y a pas de problème. Je suis pas complètement suicidaire. Je fais les choses, si jamais ça marche plus du tout, ça intéresse plus personne, voilà, je ferai peut-être autre chose. C'est vrai que j'aurais du mal à retourner dans le salariat, donc je passerai peut-être sur autre chose, mais pour l'instant ça fonctionne assez bien. Je travaille dur là-dessus. T'as pensé à faire des cours? J'y ai pensé, on me demande très souvent. Pour l'instant, techniquement, je pense que ce serait compliqué parce que quand il y a des ateliers, par exemple pour du punch needle, etc., c'est des pièces qui sont assez petites. Bon, faire un tapis en 3 heures, c'est pas possible. Donc ça prendrait pas mal de temps. Je sais pas s'il y aurait une clientèle pour, mais on m'a déjà contacté là-dessus. Donc c'est aussi en réflexion, pourquoi pas faire des sortes de petits stages pour des gens qui aimeraient soit tout simplement après se lancer dans le tufting, ou soit une personne en particulier qui a envie de faire son propre tapis, son propre dessin. Donc ça pourrait être assez chouette. Mais ça nécessite d'acheter du matériel, d'avoir quand même de l'espace, parce que bon, ça prend quand même un peu de place. Dans la technique du tufting, c'est possible de faire des tout petits détails? Pas vraiment. Là, tu vas pouvoir utiliser d'autres techniques comme le punch needle. Je fais un petit peu de punch needle Ok. sur certaines pièces. Quand tu veux faire des choses très précises, là, la machine va pas pouvoir t'aider. La machine va faire de grands aplats sans problème. Mais si tu veux vraiment faire un tapis ultra détaillé, là, il va falloir que tu te débrouilles tout seul. Donc, Ok. soit tu couds directement la laine voilà, avec un Ouais. fil, ou soit du punch needle, ou tu utilises différentes techniques textiles. Donc faire par exemple un cercle de, je sais pas, de 20 cm de diamètre, c'est possible? Ah, s'il y a beaucoup de détails dans ce cercle, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que la machine va quand même vite, elle a besoin d'aller assez vite pour pouvoir couper la laine très rapidement. Donc elle sera incapable elle va pas comprendre que tu t'arrêtes un millième de seconde pour. Ouais. Ouais. La plupart de mes dessins sont assez simples, il n'y a pas énormément de détails. Donc pour l'instant, le pistolet. Marche bien. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Bah, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le tufting, il faut savoir que la machine fait quand même pas mal de bruit. Donc si vous faites ça de chez vous, évitez le week-end avec les voisins, parce que, bon, à moins que vous habitiez une maison, vous soyez un petit peu à part des autres personnes. Si vous êtes en immeuble, faites attention, parce que, bon, moi, mes voisins, ils étaient pas ravis, quoi. Ça fait quand même pas mal de bruit. Quand tu passes 7-8 heures sur une pièce avec la machine à côté, déjà que toi t'en as marre, je pense que tes voisins du dessous ou du dessus, et pour un peu, quand t'habites à Paris, t'as souvent des appartements haussmanniens avec le parquet, voilà, c'est les cloisons sont. T'entends les conversations? Ouais, donc tu te dis, bon, c'est Ouais. c'est un peu compliqué. Donc si vous vous mettez à faire du tufting, voilà, essayez C'est pas une activité silencieuse. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Contrairement au punch needle qui lui Oui, claque qui est aussi. beaucoup plus tranquille, il n'y a pas de problème. Bah, à un moment, je cherchais, quand j'ai voulu m'installer à Toulouse, je cherchais à m'installer dans une sorte d'atelier avec plusieurs artistes. Et j'étais quand même obligé de dire que mon activité fait quand même pas mal de bruit. Donc, à moins d'être avec que des sculpteurs, ou voilà, si je suis avec des infographies, ça va pas être possible, quoi. Ils vont juste péter un câble. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que quand je suis arrivé à Toulouse, je cherchais une place dans un local avec plein d'artistes, et ça c'est vraiment un problème pour le coup. Ouais. Et du coup, tu t'es pas mis dans un atelier, et la raison, c'est cette raison? Alors oui, et aussi là, mon appartement, il y a assez de place pour que je puisse travailler de la maison.
Et si jamais le atelier Paolo se développe, oui, je partirai peut-être dans un collectif d'artistes. Aussi, ça me permettra de rencontrer d'autres personnes et aussi peut-être de croiser des techniques, des univers. Donc voilà, Ouais. ça reste en projet. Ok. Ben écoute, comme je t'ai dit, il y a la FAT, la Fédération des artisans d'art de Toulouse, créée par Thibaut et Patricia, les souffleurs de verre. Donc n'hésite pas à rejoindre la FAT. Ouais, je vais aller les voir, je vais aller me fais la présenter. Ouais, franchement, c'est. Bah, on en parlait avec eux, mais c'est très. Toulouse, je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire avec les artisans parce que visiblement, chacun est un peu dans son coin. Aussi parce qu'au final, c'est une ville très étalée. Hein. Ouais, c'est très grand. Hein. C'est Ouais. plus grand que Paris. Hein. Toulouse et son agglomération, Ouais. ouais, c'est quand même assez grand. Ouais. C'est-à-dire que ça rassemble plein de petites villes autour et ouais, c'est. Donc c'est aussi peut-être pour ça que c'est difficile de. Mais après, surtout, souvent les artisans, voilà, c'est quand même des activités très solitaires. On est enfermé dans son petit atelier. Surtout moi qui viens d'arriver, je connais pas forcément d'autres artistes, d'autres artisans. Ça va venir. Et c'est vrai que ce serait super qu'on puisse déjà tous se connaître et s'entraider. Et c'est sûr qu'il va y avoir des collaborations, Oui, des ça choses. crée des synergies. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Ouais, Et puis ça motive en plus. C'est hyper stimulant de faire des choses à plusieurs, c'est clair. d'avoir des projets comme ça. Ouais. D'ailleurs, c'est une question que je t'ai pas posée, mais donc toi, c'est la deuxième fois que tu entreprends. Oui. De ce que tu m'expliquais, la première fois, t'as pas entrepris tout seul. Non. Là, t'entreprends tout seul. Est-ce que tu vois une différence? Est-ce que tu le vis bien? Oui. Après, la pâtisserie, quand ta passion devient ton travail à plein temps, ça a été rude. Ça a été rude. Je pense que j'ai cassé des œufs pour la vie de 25 personnes. Enfin, ça a été un rythme vraiment atroce pour moi. Et le fait maintenant de travailler seul à mon rythme, c'est vrai que je travaille quand même beaucoup mieux tout seul. Ah ouais. Ouais. Ouais, je suis très honnête avec moi-même là-dessus. C'est vrai que, alors peut-être que ça changera, mais c'est vrai que je fais un peu qu'à ma tête là-dessus. Donc heureusement que je suis. Tu te sens solitaire? Ouais, je suis assez solitaire comme garçon. Ouais. Ben c'est, enfin, tant que tu le vis très bien, Oui. c'est l'important. Oui. Et tu vois, moi qui me demande si j'ai envie d'entreprendre, en l'occurrence, je me sens pas d'entreprendre toute seule. Ah oui. Ouais, j'ai besoin, ou alors j'ai besoin d'avoir des amis qui acceptent que j'en parle tous les jours, mais j'ai besoin de partager. C'est comme, tu sais, j'ai du mal à partir en voyage toute seule. C'est vrai. J'ai besoin Pourtant, de partager. J'adore voyager tout seul. Ouais, Mais tu sais que j'ai convaincu une copine elle me disait mais t'es complètement fou de partir tout seul, mais tu dois t'ennuyer. J'ai réussi à la convaincre. Et une fois, elle m'a appelé en pleine nuit, je sais pas dans quel bled elle était, je crois qu'elle était en Amérique du Sud, en pleurant, disant mais je passe les meilleures vacances de ma vie. Oh. Donc vraiment, si tu as l'occasion, voyage seul. Mais parce que vu que tu es tout seul, tu vas très facilement parler à d'autres personnes, découvrir des choses. Tu vas complètement faire des choses différentes par rapport à ton itinéraire initial. Et, Tu as vu les choses à 100%. ah ouais. Et tu ressens la même chose dans l'entrepreneuriat? Ouais. Tu vis les choses à 100%. Ouais. Et puis comme tu disais, j'ai aussi pas mal de copains qui sont maintenant entrepreneurs. On a tous travaillé dans la même boîte et maintenant il y en a un qui est par exemple comédien, il y en a une qui est photographe et on a tous un peu commencé en même temps. Donc au moins on se soutient là-dessus. Voilà, on se comprend. Donc on peut parler boulot tout le temps, il n'y a pas de problème. Vous avez créé une petite communauté. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Je pense que même si tu entreprends tout seul, il faut entrer dans une communauté avec qui échanger. C'est vrai. Des gens qui te comprennent, des gens qui tu dis putain, l'URSSAF, il me saoule. Oui. Ouais, c'est clair, oui. Tu dis ça à tes parents, bon, ils vont pas comprendre, quoi. Ouais. Ou à tes potes. Bah, appelle-les. Oui, merci. Ouais, d'accord. Merci du conseil. 5 centimes la minute, merci. Hein. Ouais, ok. Ok, très cool. Bon, du coup, j'en viens à ma dernière question. C'est comment vois-tu l'artisanat d'art, l'avenir de l'artisanat d'art? Je pense que ça va prendre de l'ampleur avec tout ce qui se passe. Je pense que les gens ont pris conscience qu'il fallait vraiment voir les choses à petite échelle et quand tu fais un achat
il faut qu'il y ait quelque chose derrière en fait. Il faut que ça soit un achat responsable, pas un achat d'impulsion complètement idiote. Et si tu réfléchis pas à comment ça a été fait, à comment ça a été produit, c'est assez mauvais. On sent, je suis pas le seul, les gens qui nous achètent des pièces, ils achètent pas juste parce que c'est joli, ils achètent ça parce qu'il y a une histoire derrière, il y a quelque chose derrière. Voilà, et c'est ce qui fait toute la différence. Et maintenant, tous les nouveaux artisans qui arrivent, et même les anciens, comprennent ces enjeux-là et comprennent que le produit seul ne suffit pas, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Et du coup, pour vous, il y a un plus gros enjeu encore. Tu parlais de... les gens n'ont plus l'achat compulsif. Quand tu achètes un tapis, tu me disais, il est à 325 € celui-là. Quand tu achètes un tapis à 325 €, ça peut pas être un achat compulsif. Non, c'est vrai. Donc, toi, d'un point de vue communication et vente, tu peux pas te dire, je vais me baser sur l'achat compulsif. Donc, non. En l'occurrence, en discutant avec pas mal d'artisans, je me rends compte qu'il y a ce problème de... On est resté sur la plateforme e-commerce ou les petits pop-up stores. Mais en fait, en tant qu'artisan, un pop-up store, c'est hyper compliqué. Tu vas vendre les trucs qui sont à 10-15 €. Non, mais c'est ça. Mais les trucs qui, toi, te font vraiment, kiffer à fabriquer, qui vont coûter une centaine ou enfin même plus, des centaines d'euros, ça va pas pouvoir être des achats compulsifs et tu vas être hyper frustré. Donc, C'est vrai que c'est quelque chose... je me suis rendu compte de ça quand l'année dernière j'ai voulu faire des salons de petits créateurs et je me suis dit mais attends, mais c'est complètement idiot parce que tu vends des pièces entre 300 et 500 € et tu vas être entouré de petits créateurs qui font des petits bijoux ou des petites illustrations, des petits prix. Et toi, tu vas arriver avec ta pièce à 300 balles, les gens ils vont te regarder. Voilà, ça va être... Le seul côté positif, c'est que ça va te donner de la visibilité. Mais par contre, ton salon, il n'est absolument pas rentabilisé financièrement. Mais du coup, comment on pourrait faire pour capitaliser sur cette visibilité ? Parce que les gens, ils passent, ah sympa, et puis ils oublient ton nom. Oui, c'est vrai. Après, j'espère avec le temps créer un univers assez facilement reconnaissable et voilà. Et c'est pour ça que moi quand je parle avec les artisans, je leur dis les réseaux sociaux, ton site e-commerce, c'est pas de la vente, c'est de l'image de marque. Carrément. Et il faut que tu travailles ton image de marque. C'est pour ça que tu peux pas avoir un Instagram moche parce que ça veut... C'est ta vitrine. Oui, c'est ta vitrine. Et les gens vont jamais regarder un objet et se dire « Ah, celui-là, il est à 200 €, vas-y, je craque. C'est régulièrement, ils vont voir tes créations passées et un jour, ils vont se dire « J'ai tel projet, pour cet anniversaire, j'ai envie de faire ça. » Et ben, c'est à cette personne que je vais penser directement parce que elle me touche, son histoire me touche, la façon dont elle parle me touche. Et oui, il y a un vrai enjeu de parler de vous. Je sais que c'est hyper compliqué. C'est vrai que maintenant, tous les petits créateurs, on doit avoir plusieurs casquettes et toute la communication, il faut vraiment travailler là-dessus. En fait, c'est essentiel. Surtout quand t'es pas disponible dans plein de concept stores. Ouais. Et moi, pour ma part, je vends sur mon site en ligne, donc je suis obligé de faire vraiment attention à mes publications et aussi en très peu de moyens, essayer de montrer le maximum. Donc c'est assez compliqué. Les réseaux sociaux, faut prendre le pli. C'est quand même c'est très simple mais très complexe à la fois. Il faut réfléchir à tout ça. Il faut faire ton petit plan de communication, voir comment tu veux axer les choses. C'est très énergivore. Hein. C'est aussi chronophage. Voilà, ça demande quand même beaucoup d'implication. C'est presque maintenant, pour les artisans, c'est du 50-50. 50% la production et 50% travailler ton image, faire des belles photos. Ouais. T'as combien d'abonnés sur Instagram, toi ? J'en ai, je me souviens plus, de 1800, je crois. Un truc depuis comme ça. Décembre ? Oui. C'est énorme. T'as fait du sponsor ? Un petit peu, surtout quand j'ai commencé. Maintenant, là, ça va, ça se fait un peu tout seul. Ouais, ça fonctionne bien. Aussi parce que c'est un peu nouveau, en fait. C'est un peu nouveau. Les gens n'ont pas l'habitude de voir des tapisseries
Voilà, donc c'est chouette. Et surtout, c'est un plaisir de recevoir plein de messages. J'adore répondre aux questions, je trouve ça super. Ouais. Les gens, ils sont quand même assez curieux. Et même si ça, c'est pas forcément dans un but de vendre la pièce, mais juste le fait qu'ils s'intéressent. Et en fait, c'est déjà beaucoup, en fait, qu'ils réfléchissent à d'autres biais que Ikea. Mais c'est de l'éducation. Oui. C'est de l'éducation, et s'ils t'achètent pas la pièce aujourd'hui, ça se trouve... Ça reste dans un coin de leur tête, ouais, c'est ça. Ok, bah très cool, donc grande vision positive du futur de l'artisanat d'art. Ouais. Non, franchement, j'y crois. Je sais qu'en France, c'est déjà quand même pas mal le cas, les gens font attention, et ça va s'accentuer, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et c'est hyper plaisant de voir que les gens ont envie de... Même pour toi, ils en ont marre de leur travail trop classique. Ils ont envie de faire des choses un peu plus utiles, d'être un peu plus manuels. Et c'est super, en fait. C'est vraiment super. Oui, c'est sûr. Ils ont envie de retourner au fait main et au lent aussi. Ouais. Mais je pense que ça, c'est un effet... Alors, c'est peut-être très personnel, mais l'effet confinement nous a appris à nous ennuyer et à prendre le temps. Ouais, c'est vrai. Donc j'espère que ça va rester, parce que je ressens déjà les Parisiens stressés. Les stressés. Ouais, mais c'est dans la nature des Parisiens. C'est comme ça. On ne peut vivre que comme ça. Ouais. Mais voilà, donc prendre le temps, et tu verras, à Toulouse, les gens sont cool. Ouais, bah, pour le peu que j'ai vu, c'est le jour et la nuit, quoi. Ah ouais, franchement. C'est ouf. Bon, bah trop bien, bah merci beaucoup Guillaume. Merci à toi, c'était très cool. Merci de m'avoir... Bah, je suis contente. Ouais, c'était Finalement, t'étais pas si timide. Bah oui, c'est vrai que j'avais un peu peur au début. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui raconter Mais non, c'était assez chouette. Je suis trop curieuse pour que tu n'aies rien à raconter. Donc bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'histoire de Guillaume vous aura inspiré. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire!